J'ai longtemps cru que pour être accepté, il fallait être comme tout le monde. Penser comme tout le monde. Suivre la cadence d'un monde qui n'aime pas ceux qui s'attardent, qui questionnent, qui doutent. Un monde qui vibre d'une douce mélodie, bercée par une illusion collective. Et pourtant, plus j'ai grandi, plus j'ai senti cette impression étouffante qu'on nous empêche de nous élever, qu'on nous force à courber les chines sous le poids du « tout le monde est d'accord, alors tais-toi ». Mais moi, je ne veux pas me taire. Parce que c'est précisément lorsque tout le monde se tait que l'on ne cesse de penser. Un dimanche, en repas de famille, chacun donnait son avis sur un sujet d'actualité. Rapidement, un consensus s'est installé. Le sujet du jour, l'abstention aux élections législatives. Autour de la table, tout le monde semblait unanime. D'un côté, mon oncle, ceux qui ne votent pas n'ont pas leur mot à dire. Ma tante, si on ne vote pas, on est irresponsable. Ma cousine m'a dit, si on veut vraiment changer les choses, il faut voter. Mais moi, quelque chose me dérangeait. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai posé la question qui fâche. Si l'abstention était un message politique, une manière de dire que le système ne nous représente pas. Silence. Regard appuyé, sourire crispé. Comme si, en remettant en cause l'évidence du vote, j'avais profané une vérité sacrée. Pourtant, au bout de la table, j'ai vu mon cousin relever la tête, réfléchir, hésiter. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas le consensus qui fait avancer le monde, c'est le doute. Le génie a horreur du consensus, parce que lorsque le consensus s'installe, est atteint, la pensée s'arrête. Cet aphorisme, mesdames et messieurs, est une gifle à la complaisance intellectuelle. Elle nous rappelle que l'adhésion est un poison. Le consensus est un tombeau doré où l'on enterre des idées qui dérangent. Il ne se contente pas de rassembler, non, il asphyxie. C'est une prison aux murs invisibles où l'on vous apprend à ne pas dépasser les limites, à ne pas poser trop de questions. Lorsqu'un consensus s'impose, sans débat, la pensée s'endort. Alors, elle cesse d'être critique. Mais alors, que reste-t-il de l'esprit humain, si ce n'est une machine répétant sans cesse les mêmes croyances, sans jamais les remettre en cause? Ce poison lent transforme les hommes en suiveurs dociles et en adorateurs de vérités creuses. Quand je regardais derrière moi, l'histoire me l'a prouvé maintes et fois. Chaque avancée majeure, chaque révolution intellectuelle ou scientifique sont nées de la main d'un esprit
réfractaire. Un individu qui ne s'est pas plié à l'évidence du moment. Certains diront que le consensus est nécessaire, qu'il évite la discorde et le chaos, parce qu'il est nécessaire d'avancer ensemble pour s'entendre. La vraie entente, mesdames et messieurs, ne naît pas de la soumission au silence, mais du débat, du choc des idées. C'est dans cet échange passionné, parfois conflictuel, que les vérités se révèlent et que l'innovation prend forme. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter tout accord, mais de faire en sorte que l'entente ne soit pas fondée sur la peur de la différence. Au contraire, c'est en encourageant la diversité des perspectives, en valorisant le débat, en remettant en cause plus souvent, que nous pourrons avancer vers des solutions plus riches, plus nuancées et plus adaptées aux enjeux de notre temps. Alors oui, le génie a horreur du consensus, et c'est précisément ce qui fait sa grandeur. Il préfère l'inconfort du questionnement à la tranquillité de l'approbation. Elle préfère la stagnation. Elle ne préfère pas stagner, non. Elle préfère embrasser le changement. Moi, je veux être une voix qui dérange, qui bouscule s'il le faut, qui interroge. Maintenant, à vous de vous demander si vous aussi vous voulez être une voix. Osons penser autrement, osons être des génies, car c'est en brisant le consensus que nous pourrons faire avancer notre monde et que la pensée s'élèvera. Soyons les détonateurs du renouveau, les voix discordantes qui vont réveiller un monde endormi. Ayons l'audace de briser le consensus et de déranger, car c'est dans le tumulte que naît la véritable lumière. Merci. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été d'accord, ou en tout cas la plupart du temps, avec les autres. Que ce soit pour aller voir un film au cinéma, pour faire une activité ou même pour débattre de sujets qui nous concernent tous, avec mes amis et même ma famille. Mes parents me disaient quand j'étais petite, affirme-toi avec force et conviction, et toujours avec le sourire pour faire transmettre ta voix et que les autres te comprennent. J'ai toujours aussi cherché la petite bête, partout, tout le temps. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis contre cet aphorisme. La fin de la phrase d'Albert Einstein, lorsque le consensus est atteint, la pensée s'arrête, est pour moi quelque chose de faux. Je regardais mon cours de SES et de physique-chimie en essayant de trouver le plus clair exemple que je puisse vous donner. Et un mot m'a fait plonger dans une pensée qui a duré plus de 15 minutes. Ce mot, l'univers. Quand je l'entends, pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'il y a autour. Sa création, son extension, et le fait que tous les hommes se plongent dans leurs pensées en entendant ce mot. Le consensus scientifique a déposé la thèse que le cosmos est né il y a 13,7 milliards d'années au moment du Big Bang. Pourtant, ça ne m'empêche pas, et ça ne vous empêche pas, de rêver et de penser à tout ce qu'il y a autour.
et à juger de la véracité de cette théorie. Et c'est peut-être ce qui a conduit Rajendra Gupta, un physicien canadien de l'Université d'Ottawa, à réfuter cette thèse. Selon lui, le cosmos, l'univers, est âgé de 26,7 milliards d'années et a réinterprété deux thèses cosmologiques. La première, celle de la lumière fatiguée, émise par l'astrophysicien Fritz Zwicky en 1929, et l'autre, celle des constantes de couplage évolutives développées par Paul Dirac. Pour moi, Rajendra Gupta est l'exemple parfait que la pensée ne s'arrête pas au simple fait du consensus. Il a pensé à l'univers, il y a réfléchi, et il y a même réfuté cette thèse. Le début de l'aphorisme me dérange aussi. Le génie a horreur du consensus. Je ne suis pas d'accord avec le terme génie. Parce que qui fixe le génie? Vous? Moi? En tout cas, pour ma part, pas moi. Je pense que si un groupe d'individus définit que telle personne est un génie, alors nous devrions considérer ce groupe comme des génies eux aussi. Mais dans ces cas-là, qui décrète que les membres de ce groupe sont des génies? C'est un terme que je ne comprends pas. Mais la majeure partie des gens pensent que le génie est une personne qui détient une intelligence extraordinaire, qui se manifeste dans l'activité créative et qui est capable de créer des choses exceptionnelles qui font avancer notre société. Alors, comment est-ce que le génie aurait-il horreur de ce qu'il crée? Parce que lorsque l'on crée quelque chose, c'est par envie, c'est par passion, c'est par curiosité. Lorsque Rabelais écrit Gargantua, un ouvrage extraordinaire qui a bouleversé son époque, c'est par envie qu'il l'a fait, comme lorsque Léonard de Vinci a peint la Joconde, ou qu'il a créé la bicyclette et le parachute, deux inventions qui ont fait avancer notre société. Le génie crée la plupart du temps le consensus, que ce soit dans le domaine médical, biologique et même philosophique. Alors, comment le génie pourrait-il avoir horreur du consensus alors que c'est lui-même qui nous l'apporte et qui fait avancer notre société? Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous dire que selon moi, chacun d'entre nous, ici présent, a une part de génie en lui. Cette part de nous qui fait que nous aimons le sport, la musique, la danse. C'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui en train de réfuter cette thèse. C'est ce qui fait que nous sommes si spéciales à notre échelle. C'est ce qui fait que notre pensée vagabonde nous laisse penser à tout ce que l'on veut. Et c'est pour moi ce qui nous rend humains. Merci. Luc Montagnier, génie ou pas? Alors oui, veuillez m'excuser, je vais faire les choses dans l'ordre. Ce n'est pas parce que vous êtes venus voir des gens manier la langue de Molière avec aisance que cela vous interdit de répondre. Ceci est un discours interactif, alors ne soyez pas timide. Maintenant que ceci est réglé, je réitère ma question. Luc Montagnier, génie ou pas? Oui! J'imagine que le commun des mortels ne doit pas tous connaître Luc Montagnier. Laissez-moi vous le présenter. Alors non, il ne s'agit pas du cousin de Gilbert Montagnier, il ne vit pas sur les sommets des tropiques. Cher public, je compte
Non, Luc Montagnier est un virologue biologiste français. Vous vous doutez rien qu'au nom de son métier de la réponse que j'attends. Pour faire simple, il est celui qui a inventé le virus du VIH. Il a eu un prix Nobel pour ça. Jamais 203, je réitère ma question, Luc Montagnier, génie ou pas? Oui! La salle s'est mise d'accord, on dirait. Et si je vous disais que Luc Montagnier a fini par adhérer à des théories du complot concernant la mémoire de l'eau ou les vaccins, est-ce que ça changerait votre réponse? Oui. Parce que oui, la figure du génie est centrale dans cet aphorisme. Pourtant, sa définition même semble dépendre de tellement de facteurs, soulever tellement de paradoxes. Je me voyais mal répondre à cet aphorisme prônant la pensée intellectuelle et prononcé par M. Albert Einstein, qui pour le coup, je pense que c'est sans équivoque le génie qu'il pense être, sans pour autant questionner la figure du génie elle-même. Laissez-moi vous trouver un autre exemple qui vous parlera peut-être un peu plus. 2020. Où est-il? Chez moi. Personnellement, j'étais encore en classe de 5e, je faisais à peu près cette taille-là, et je me baladais souvent entre ma chambre et la cuisine, à défaut de pouvoir le faire dehors. Sur ce chemin se trouve la télévision du salon, branchée sur les informations. Un pas devant l'autre, déterminé à aller chercher une part de brioche ou de gâteau, je tends l'oreille. Microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, grand lauréat du prix de l'INSERM. En bref, la liste est longue. Je me dis, si proche de mon but, waouh, ce type doit être un vrai génie. Et oui, en effet. Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, nous parle d'un médecin qui aurait des pistes concernant le traitement du Covid-19. Qui d'autre qu'un génie pour trouver un remède à une maladie que nous pensons tous à la maison. Je me retourne et je croise son regard. Cheveux au vent, barbe blanche, non, il ne s'agit pas d'Albus Dumbledore, mais bien de Didier Raoult, mesdames et messieurs. Je ne vais pas refaire l'histoire, je pense que vous savez comment ça a terminé. Son traitement, l'hydroxychloroquine, ne soignait pas le Covid-19. Il fut condamné à 2 ans d'interdiction d'exercice de la médecine, il passa de médecin à affabulateur et continue à défendre son traitement alors même qu'un vaccin a été trouvé depuis. Ma réflexion première était de traiter cet homme comme un génie. Mais c'était de poussière. Pour moi, le vrai génie est celui qui vit avec le consensus, qui s'acclimate, voire même, et là attention il faut être fort, créer de nouveaux chemins de pensée avec ça. Laissez-moi trouver encore un autre exemple que ma professeure de physique appréciera sûrement, la lumière. Albert Einstein, qu'on remercie pour l'aphorisme de cette année, nous montre que la lumière n'est pas uniquement composée d'ondes, mais aussi de particules. 2 choses opposées qui coexistent pourtant. Un paradoxe? Non. Un consensus. Un consensus entre Huygens et Newton, un consensus entre 2 écoles de physiciens qui s'opposent. Cette découverte a créé un tout nouveau chemin de pensée vers une physique que l'on pensait pourtant acquise de A à Z. C'est pour moi la preuve à la fois matérielle et immatérielle que le consensus productivise la pensée. Ce serait même hypocrite de dire que la pensée s'arrête une fois le consensus atteint. Hypocrite face à l'histoire, hypocrite face à la science. Ceux qui, au nom d'un génie intellectuel, refusent le consensus ne sont pas les vrais génies de notre civilisation. Les vrais génies sont satisfaits, puisque pour moi, le consensus fait toute la beauté de la pensée humaine. Pas sa prison. L'équilibre, la stabilité, le bon fonctionnement, ce ne sont pas des conditions à plaindre, pas vrai. Albert Einstein soutient que le génie est celui qui crée les consensus, et que donc une fois le consensus atteint, il n'y aurait plus rien à penser.
Cette situation, il en aurait horreur. Elle le mangerait dans la tête. Moi, c'est le terme d'horreur qui me démange. Parce que comment peut-on haïr quelque chose qu'on a construit de ses propres mains? C'est paradoxal. L'artiste pense ce qui lui plaît, ce qui l'inspire. Le musicien joue d'un instrument qu'il aime écouter. L'orateur dit ce qu'il pense sans crainte. Il ne défend pas la thèse adverse. Pourquoi le génie devrait en faire exception? Chaque accomplissement, chaque réussite serait vide de sens. La société n'avancerait plus. Eh bien, autre chose ne fait pas de sens pour moi. La pensée s'arrête. Sérieusement, la pensée s'arrête. Vous allez laisser passer ça, cher public. Je vous demande de me trouver une seule situation où l'on peut arrêter de penser. C'est très simple, on ne peut pas. Même quand on veut, quand vous avez une musique dans la tête, quand vous vous remémorez d'une action qui vous ronge de l'intérieur tellement elle était gênante, quand votre cerveau fait remonter à la surface des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Allez-y, cherchez. J'ai cherché, je me suis tuée à la tâche, je n'en ai trouvé qu'une. Vous l'aurez peut-être deviné, la mort, la fin de votre existence. Je vous propose de dézoomer un peu la situation, cher public. Vous êtes en train de me dire qu'Albert Einstein n'avait pas peur de la mort, mais avait peur du consensus. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Le consensus n'est pas une chose dont on doit avoir peur. C'est un paradigme à toucher du bout des doigts, à empoigner sans crainte. Cette harmonie, si apaisante, si chaleureuse, cet état où plus rien n'importe et où le temps est à l'appréciation de chaque instant. Le consensus nous montre qu'il est possible, pour des êtres humains si différents, de s'entendre. Le consensus, c'est vous. Et puisque le consensus c'est vous, le consensus c'est nous. Le consensus, c'est le respect mutuel. Le consensus, c'est l'amitié. Le consensus, c'est l'amour. Le consensus, c'est finalement la preuve la plus profonde de notre humanité. Merci de m'avoir écouté. Vous n'y toucherez pas. C'est le seul ordre de Dieu aux hommes, et désigner le fruit de la connaissance. Sauf que ce fruit devait être délicieux, car les hommes y touchèrent. Et quand ils furent exilés du paradis, ils le cultivèrent. Et commencèrent par semer la graine du doute. De cette graine, émergea un arbre gigantesque. Cet arbre, il porte les espoirs de l'humanité. Il le console de son exil sur terre. C'est l'arbre de la pensée. Sur cet arbre, il y a des branches de tout type, des petites, des grandes, des épineuses, lisses. Et ces branches, elles ont un nom. Il y a la branche de la médecine, de la physique, de la philosophie, de la science. Et sur ces branches, il y a un fruit, le fruit de la connaissance. Tout le monde vante les bienfaits de ces fruits. Ceux qui poussent sur la médecine, ils vous soignent, peuvent remplacer vos jambes. Même qu'ils sauvent des vies par milliards. Ceux qui poussent sur la physique. Ils nous apprennent à maîtriser le temps et l'espace. Même qu'aujourd'hui, nous pouvons voyager au-delà des étoiles. Ceux qui poussent sur la philosophie nous font voyager encore plus loin. Nous font voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Mais, mesdames et messieurs,
ces fruits ne sont pas parfaits. Vous et moi, nous ne sommes pas Dieu. Il existe un parasite. Ce parasite, c'est l'erreur. Il contamine un fruit, le vide de toutes ses vertus, puis se répand aux branches, l'empêche de pousser. L'erreur arrête la pensée. En ingénierie, elle cause des accidents. En médecine, elle contamine les patients, font s'échouer les opérations, elle tue. Là où l'erreur a les pires des impacts, c'est dans la morale. Elle a causé génocide, guerres impitoyables, crimes contre notre espèce, qui nous dégoûtent tellement, qui nous font regretter même d'avoir fait pousser l'arbre. Vous et moi, l'humanité, nous avons une mission. Nous allons traquer chacune des erreurs qui pourrissent notre arbre, fruit par fruit, pour protéger notre espèce, pour protéger la poussée. Alors, pour nous simplifier la vie, pour mieux organiser nos efforts, quand on se sera accordé sur le fait qu'un fruit ne contient pas d'erreur, on dira qu'il y a un consensus. Il paraît que le consensus est fiable, qui nous permet de consommer des fruits sans trop de danger. Mais il y a un problème avec le consensus. Mesdames, Messieurs, rappelez-vous, vous et moi, nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas trouvé la solution parfaite. Retenez que la vérité, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas parce que tout le monde s'est mis d'accord sur quelque chose que ce quelque chose est vrai. Et je peux vous l'assurer. Un jour, je me promenais près de l'arbre. C'était en fin d'après-midi. Après une longue journée, c'était l'heure idéale pour faire une sieste. Donc je me suis allongé, je me suis assoupi. Et c'est là que le fruit m'est tombé dessus. C'était un fruit d'histoire. Les fruits d'histoire sont assez particuliers parce qu'ils recensent les erreurs que l'on a déjà commises. Alors ce fruit m'a révélé plusieurs choses. D'abord, il s'avère qu'un jour l'humanité a cru que la Terre était plate. Vous y croyez ça? On s'était totalement trompé. C'est fou. Même qu'un jour, on a cru que le Soleil et son système tournaient autour de la Terre. On s'en est pris à Galilée pour cela, alors qu'il avait raison. On l'a jugé d'hérétique, menacé de mort, de torture. Après tout, c'est démoniaque, n'est-ce pas, de s'opposer au consensus, alors que tout le monde était d'accord. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Le consensus, ce n'est pas une démocratie. Les hommes ne votent même pas pour ce qu'ils pensent vrai. Ils votent pour ce qui les arrange, pour ce qui peut les convaincre. C'est pourquoi il s'est mis en place des stratégies pour pouvoir manipuler le consensus. C'est simple, il y a 3 étapes. Premièrement, choisir un sujet qui vous arrange. Deuxièmement, convaincre les autres que ça les arrange aussi. Et enfin, à ceux qui hésitent, vous leur direz ce qu'on a dit à Galilée. Le commerce fonctionne comme ça. Le commerce, c'est l'art de vendre des fruits pourris. De mettre tout le monde d'accord que les fruits pourris sont comestibles. Mais il n'y a pas que le commerce, il y a aussi la rhétorique. Écoutez mes adversaires. Écoutez-les, certains d'entre eux veulent vous vendre des fruits pourris. Et surtout, retenez bien une chose. Un orateur, ce n'est pas un scientifique. Un orateur, c'est un commerçant. Il ne cherche pas la vérité, il veut vous vendre un mensonge. Heureusement, moi je ne suis pas un orateur comme les autres.
C'est un masque. Je ne veux pas orateur, mais scientifique. Je ne vous cache pas que j'étais rassuré de la forêt. Parce que il n'y a que ça que je peux défendre en tant que scientifique. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité qui croit existe. C'est que tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas. Je décrète que l'aphorisme de cette année est loin d'être absurde. Il y a un an de ça, j'étais parti au CNAM à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est une fac avec le musée des arts et métiers qui est juste à côté. J'étais parti voir une conférence de réseau de télécommunications. Je venais de commencer mes études en informatique. À la fin, on terminait toujours par une session de questions-réponses. Moi, j'en profitais pour avoir mes premières prises de parole en public. Bon, c'était pas fameux, mais ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai terminé, il y a une dame qui était assise au premier rang, c'était une retraitée, qui a pris la parole. Et elle a fait une intervention très confuse. Personne n'a vraiment compris sa question. Elle continuait de parler sans vraiment de lien entre ses phrases. Et pourtant, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Elle n'avait pas de question. Elle avait la haine, elle avait des remords, elle avait des regrets, elle voulait s'exprimer. Elle nous a raconté son histoire. C'était une chercheuse en électronique. Elle a dédié sa carrière à ça. Et le projet de sa vie s'appelait Cyclades. C'était un projet de réseau. On essayait de voir si on pouvait connecter des ordinateurs à très grande distance, mais en les branchant avec des vrais câbles. C'était dans les années 70, à l'époque où tout le monde jurait par le sans-fil. La télé en couleur venait d'arriver, la radio était popularisée. Enfin, c'était le sujet numéro 1 chez les chercheurs. Et elle est arrivée avec sa clique d'une vingtaine d'ingénieurs dans les locaux de l'INRIA. Et tout le monde lui a fait comprendre que c'était juste un quota. Bon, on a alloué un budget pour ça. Vous êtes là, mais concrètement, vous êtes bloqué dans le passé. Vous allez faire quoi avec vos grosses boîtes noires et vos centaines de câbles? Vous allez en mettre partout? Un peu de sérieux aussi. Et imaginez la réaction du gérant quand elle allait le voir pour lui dire qu'elle n'avait pas assez de budget pour avoir des résultats concrets. Mais le gars, il a entendu pas assez de budget, il n'a pas cherché à comprendre. Il lui a dit, bon, vous prenez vos affaires, vos boîtes, là, vous partez. Je vous laisse 3 mois pour finir de publier vos papiers, mais voilà, bonne continuation. C'était des vins fous dans une salle bruyante, ils faisaient péter la facture d'électricité, enfin bref, tout est à oublier dans cette histoire. Et pourtant, il y en a qui n'ont pas oublié. Alors, j'imagine que Cyclades, ça ne dit pas grand-chose, mais peut-être que ARPANET, même si c'est un peu niche, un peu plus. C'était une équipe américaine, concurrente, qui travaillait avec eux sur les mêmes choses. Et quand ils ont entendu la nouvelle, que la petite équipe d'ingénieurs français, avec un budget ridicule, qui avait des meilleurs résultats qu'eux, s'était fait virer, mais il a suffi d'un appel. Et dans cet appel, il a suffi que de 3 mots. Je vous crois. Sur la page Wikipédia du projet Cyclades, il y a marqué « Concurrent et partenaire du projet ARPANET ». Mais c'est faux. C'est un concurrent, puis un partenaire. En revanche, sur la page du projet ARPANET, il y a marqué « Ancêtre et créateur d'Internet ». D'où ça part? On aurait pu se dire qu'Internet serait né en France. On aurait peut-être pu dire, pas mal, non? C'est français. Mais tout le monde était trop sûr, trop d'accord. Personne ne s'est laissé convaincre. L'histoire regorge de génies qu'on prenait pour des malades. Galilée avec sa terre ronde. Albert Einstein, Max Planck, Socrate, Darwin, Louis Pasteur, Steve Jobs, ils avaient tous raison. Et pourtant, avant, pour les gens, ils avaient tous tort. Alors évidemment, il n'est pas question de permanente révolution. Notre maire pourra vous en parler mieux que moi, il est réélu depuis 25 ans à chaque fois. Et justement, ces victoires récurrentes et ces pensées persistantes ne sont-elles pas plus belles parce qu'elles résistent à l'ère du temps? Lorsque les cartes sont rebattues,
si elles sont toujours là, c'est bien pour une raison. Alors il faut continuer de les rebattre, ces cartes. Et lorsque vous croisez la nouveauté, je ne vous demande pas d'être convaincu, je ne vous demande même pas d'être enjoué. Je vous demande juste d'écouter. Écoutez, même si c'est que d'une oreille, de regarder même de travers, d'y penser, même si c'est pour en douter. Sauf quand c'est moi, là, vous n'avez pas le droit. Quand je vous demande ces choses, je ne parle pas que aux dirigeants, aux électeurs ou aux politiques. Je parle aux parents aussi. Et à nous, leurs enfants. Maman, quand est-ce que tu vas comprendre que je ne veux pas faire du chant, je veux jouer dans l'instrument? Quand est-ce que je vais comprendre que je ne dois pas me coucher à 2h du mat quand j'écris à 8h le matin? Quand est-ce que je vais t'écouter me dire que je devrais m'inscrire au concours d'éloquence? Je t'ai écouté, d'une oreille sans te regarder, mais j'ai beaucoup pensé. Et me voilà. Je t'ai même demandé un costume. Bon, j'ai pas les chaussures qui vont avec. Et tu dois penser que je me rends pas compte. Mais c'est faux, je le vois. À quel point c'est dur d'éduquer un enfant toute seule, et surtout quand il t'écoute à moitié. Je le vois dans tes yeux, à quel point c'est décourageant de devoir toujours sans cesse répéter. Et pourtant, tu n'as jamais rien lâché. Ce concours, tous les jours j'en entendais parler. Tu n'as eu de cesse de me harceler. Mais je dois te l'avouer, c'était une bonne idée. Je suis Galilée. Et j'ai brisé le consensus selon lequel le soleil tournait autour de la Terre. Je suis Darwin. Et j'ai brisé le consensus selon lequel tous les êtres vivants naissaient de la main de Dieu. Je suis Einstein. Et j'ai brisé le consensus selon lequel les lois de Newton étaient irréprochables. Je suis Victor Hugo. Et j'ai brisé le consensus selon lequel le théâtre devait répondre à des règles strictes. Je suis Hypatie d'Alexandrie, philosophe et mathématicienne, et j'ai brisé le consensus selon lequel les tirs d'Aristote ne pouvaient être remis en cause, surtout par une femme. Messieurs, dames, ces hommes et femmes méritent bien leur nom de génie. Ils ont, chacun dans leur domaine, apporté des innovations qui ont brisé les normes acquises de leur époque. Mais n'est-ce pas cela par définition un génie? Quelqu'un qui invente quelque chose de si innovant qu'elle en devient retentissante à travers le monde et le temps. Mais alors, vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que cette chose que ces génies ont horreur, le consensus? Je dois vous avouer que j'ai mis du temps à comprendre ce que ce mot voulait dire. Et j'ai trouvé une définition très simple. Le consensus est un accord entre personnes qu'une société accepte et intègre. De nos jours, de nombreux consensus sont fondamentaux, mais ils ne peuvent devenir les chaînes qui empêcheraient des hommes et des femmes de tenter d'ouvrir de nouvelles voies pour le bien commun. Lorsqu'un consensus se transforme en chaîne, le génie se doit de le détester. Comment pourrions-nous devenir un génie en allant dans le sens de tous les tirs de la société? Lorsque tout le monde semble d'accord autour de vous, il vous semble impossible de critiquer ce qu'il pense. Comment, vous, individus, pourriez-vous aller à l'encontre de tous? Une
expérience a été réalisée il y a peu de temps où une université a pris 10 personnes et les a mis dans une salle. 9 d'entre elles étaient des acteurs payés par l'université, le dernier, le cobaye, le seul à n'être au courant de rien. À tous, en même temps, on leur a montré un carré, on leur a demandé de dire ce qu'ils voyaient. Les acteurs, sachant très bien qu'ils voyaient un carré, ont dit triangle. Le cobaye, dernier à passer, a dit de même. Lorsque tout le monde autour de vous semble absolument convaincu par une vérité, comment vous pourriez-vous aller à contre-courant? Mais remettre en question. C'est ça une pensée qui ne peut s'arrêter. Tout questionner, tout interroger, tout rechanger. Alors certes, le génie a horreur du consensus, mais pourquoi exactement? Notre aphorisme nous dit que le consensus arrêterait la pensée. Mais comment pourrions-nous arrêter quelque chose d'aussi particulier, de si intime? Tout simplement en montrant à la population une vérité qui semble ne pouvoir être critiquée. Darwin est allé à l'encontre de sa société extrêmement croyante, en remettant en cause le pouvoir de Dieu. Mais, mesdames et messieurs, ne connaissez-vous pas Darwin? Ne connaissez-vous pas la théorie de l'évolution? N'êtes-vous pas d'accord avec lui? Mesdames et messieurs, la pensée, la vraie, celle qui va loin, celle qui s'évade, celle qui rêve, c'est celle qui tente de dépasser le monde qu'elle voit. Elle tente d'atteindre des chemins encore jamais foulés. Qui d'entre vous ne s'est jamais laissé rêver à un nouveau, avec un goût, des couleurs, des vies différentes? Ce monde-là, le génie d'arpente, à la recherche de la flamme qui éclairera tout. Cette étincelle qui pourrait rendre celle fantasmée un peu plus réelle. Mais comment pouvons-nous nous laisser éclairer par cette douce lumière si les normes nous aveuglent au point de ne pouvoir voir au-delà? Le mauvais consensus, c'est celui qui se transforme en barrière à sa lumière. Le véritable génie n'est pas tant celui qui arrive avec quelque chose d'extraordinaire, mais celui qui a le courage de dire « Moi j'ai cherché, j'ai trouvé autre chose, une chose nouvelle et j'y crois », malgré tous les regards qui le jugent. Qui d'entre nous aurait vraiment le courage de faire ça? Alors oui, on pourrait me dire, mais toujours vouloir s'exprimer, donner son avis, remettre en question, relève en fait d'un acte extrêmement égoïste, motivé par une soif de reconnaissance, de pouvoir, que les génies sont surtout des gens à la grosse tête. C'est vrai. Certaines personnes tentent de briser les consensus, tout simplement pour attirer la lumière à eux, sans preuve irréfutable. J'appellerais ces gens-là les mauvais génies. Le bon génie, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, œuvre pour le bien commun et jamais pour lui-même. On pourrait me dire, mais tenter de briser tous les consensus, toutes les règles qui existent, ça mènerait au chaos. Mais mesdames et messieurs, et c'est un avis très personnel, je crois que je préfère le chaos à une obéissance aveugle qui me priverait de biens que je trouve aussi essentiels que l'air. La liberté de penser, de s'exprimer, de s'élever. Mesdames et messieurs, je préfère le chaos à un consensus imposé. Moi, pas ces jeux qui représentaient tout ce
ces grands hommes et femmes que j'ai cités, mais moi, Anna, adolescente un peu perdue devant ce monde que je découvre immense. Je ne sais pas ce que je veux être, ce que je veux suivre, ce que je veux défendre. Je n'ai pas l'audace d'espérer être un jour qualifiée de génie, mais j'espère de tout mon cœur avoir la force de ne jamais accepter des règles que je trouve révoltantes parce que tout le monde autour de moi les accepte. Je ne veux jamais que la vie s'arrête. Merci. Il y a 1 an, et 6 jours précisément, j'étais ici, à vos places. Et jamais je n'aurais imaginé me tenir devant vous un jour en tant que candidate. D'ailleurs, personne n'y aurait cru. Ni mes amis, ni ma famille, ni même moi. Mon incapacité à m'exprimer en public faisait consensus auprès de tous. Et j'étais la première à y croire. Mais j'ai fait une promesse. Et les promesses restent lorsque les consensus volent en éclats. Remémorez-vous. Cette même salle, Clay, le 15 mars 2024. Le jury n'avait pas encore délibéré. Ce moment d'angoisse décisive pour chacun des candidats. J'étais là, moi. Alors venue dans le but de soutenir ma meilleure amie alors candidate, je lance dans un moment d'attente et d'euphorie générale. Si tu gagnes, je me présente l'année prochaine. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, elle a gagné. Et me voilà donc là, devant vous aujourd'hui, à défier ma peur, ma timidité et les préjugés et les a priori qui m'entourent. Je déteste le concept de consensus, car le consensus n'est ni un oui ni un non. C'est une réponse vague qui vise à satisfaire tout le monde. C'est un moyen de contourner le véritable problème. Mais ce problème ne disparaît pas. Il est seulement déplacé. Le consensus est un jeu d'apparence, une vaste supercherie, une hypocrisie visant à pacifier la société. Si nous sommes ici, tous réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour trouver un entre-deux, mais pour répondre clairement à une question essentielle. Lorsque le consensus est atteint, la pensée s'arrête-t-elle? Avant d'y répondre, j'aimerais redéfinir la notion de génie. Le génie est communément défini comme une personne dont l'essence même est de penser. Comment pourrait-il donc s'arrêter? Ma définition du génie est bien plus complexe. Pour moi, le génie est en chacun d'entre nous. En moi, en vous, en nous. Pensez à un domaine dans lequel vous excellez, que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Pourquoi ne seriez-vous pas considéré comme un génie dans ce domaine? Moi, par exemple, je pourrais vous chanter par cœur la vie en rose d'Edith Piaf. Est-ce que c'est là que des mots est génie? De nombreux exemples scientifiques ont prouvé à travers l'histoire que la pensée ne s'arrêtait pas après le consensus. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y connais rien. Je préfère donc user de mes 3 années de cours de littérature et de philosophie pour vous donner des exemples qui me parlent un peu plus. Les Demoiselles d'Avignon, une simple ébauche jamais réalisée. L'inconscient, une notion inexistante. Tous les poèmes de Rimbaud,
les simples idées d'un adolescent un peu rebelle. Toutes ces affirmations auraient pu être réelles si des esprits brillants n'avaient pas décidé de dépasser les consensus. Rimbaud, ce jeune adolescent, a décidé, malgré les règles si strictes de la poésie, de se faire voyant, de se faire prévoyant, de dépasser ces règles. Freud et ses théories sur l'inconscient, qui ont joué un rôle majeur dans les recherches psychologiques, a également décidé de dépasser ces barrières. 200 ans avant lui, Descartes avait déjà théorisé le même sujet et sa thèse était acceptée par tous. Pourtant, il ne s'est pas contenté de l'accepter. Pendant des siècles, l'art n'était que mimésie. Son seul et unique but était de reproduire la nature. L'art était beau s'il était réaliste. Pourtant, grâce à la photographie, des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs ont permis de dépasser ces règles imposées et de redéfinir les règles de l'art. Plein d'exemples permettent de prouver que le consensus n'est qu'un masque qui cache des idées, des conflits, qui finiront tôt ou tard par éclater. On peut prendre l'exemple d'un roman qui m'a fortement marqué, La ferme des animaux d'Orwell. Dans ce roman, un cochon, Napoléon, réussit à lier toute la ferme grâce à un consensus organisé contre un pauvre cochon, Boule de Neige. Grâce à ce consensus, tout le monde accepte de le condamner à mort. Le consensus est le terreau fertile parfait pour l'instauration de dictature. Car lorsqu'on impose à une population entière une idée, ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Le consensus, c'est une aliénation joyeuse. J'aimerais à présent vous solliciter. Regardez autour de vous. Regardez votre voisin de gauche, votre voisin de droite. Si nous avions décidé de nous contenter de suivre le consensus, plus de la moitié de cette salle serait vide. Mesdames, que faites-vous là? Ne devriez-vous pas être dans une cuisine? Les Noirs, les Arabes, êtes-vous enfin considérés comme des hommes? Et vous, les personnes queer, êtes-vous sortis de votre hôpital psychiatrique? Toutes ces idées sexistes, homophobes, racistes, faisaient à une époque consensus. Mais des esprits brillants ont décidé de les dépasser. Martin Luther King, Harriet Tubman, Gisèle Halimi, Simone Veil, tous ces esprits auraient pu décider de se contenter de suivre la vie publique. Pourtant, ils ont décidé de le refuser, de le combattre. Pour moi, c'est eux les vrais génies. De nos jours, en France, nous admettons tous que les hommes et les femmes sont égaux. Enfin, en théorie. Est-ce une raison pour arrêter de lutter? Regardez le monde qui nous entoure. La montée des violences partout, l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Ce sont des raisons de plus pour continuer à penser. Car les discours populistes déplacent la fenêtre de Burton. Cette même fenêtre qui petit à petit rend des discours xénophobes, homophobes, transphobes de plus en plus acceptables.
ces consensus contre lesquels mon esprit ne cessera jamais de lutter. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à continuer à penser. Continuez à penser, même si on vous dit que vous n'êtes pas des génies. Continuez à penser, même si on veut vous mettre en marge de la société. Personnellement, c'est ce que je compte faire. Ce soir, en rentrant chez moi, je pourrais me dire qu'avec ce discours, j'ai prouvé à mes proches, mais surtout à moi-même, que oui, j'en étais capable. Nous ne devons pas nous arrêter à des préjugés, tout comme nous ne devons pas nous arrêter de penser. Ce discours fut un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour mon intériorité.